Voilà, j'ai enfin vu Dune première partie qui est sortie le 15 septembre dernier en France, qui n'est pas encore sorti je crois aux États-Unis, qui va sortir simultanément en salle et sur HBO Max le 22 octobre prochain. C'est un film réalisé par Denis Villeneuve sur un scénario de Eric Ross, le scénariste de Forrest Gump notamment, d'après le roman de Frank Herbert. Donc c'est un roman qui est réputé inadaptable. Alejandro Jodorowsky s'y était cassé les dents. Un super documentaire Jodorowsky Dune raconte cet enchaînement de déconvenus qui ont conduit à l'annulation du projet. De ce projet est né quelques années après le film de David Lynch que l'on connaît, qui est sorti en 1984 et qui raconte tout le premier volet en fait du cycle Dune de Frank Herbert. Ce film, moi personnellement, m'avait moyennement convaincu. J'étais un petit peu resté sur la touche, n'ayant pas lu le livre. En fait, j'avais trouvé ça assez hermétique par rapport à quelqu'un qui ne serait pas initié à l'univers Dune. Voilà. Après, il y a eu la mini-série, je crois, qui est sortie dans les années 2000, mais que je n'ai pas vue. Donc, ce Dune arrive avec cette mission à la fois de créer, de mettre en place vraiment cet univers une bonne fois pour toutes sur grand écran, avec la mission d'être à la fois accessible pour les non-initiés et respectueuse de l'héritage de Frank Herbert pour les lecteurs. Moi, en tant que néophyte de l'univers Dune, le film m'a énormément plu, pour plusieurs raisons que je vais étayer là. Donc l'histoire de Dune se passe dans un futur très lointain. Les peuples qui occupent l'univers de Dune sont les Atreides et les Harkonnen, qui se disputent un peu l'économie de l'univers, voilà, etc., qui tourne beaucoup autour de l'épice qui est récoltée sur une planète qui s'appelle Arrakis et qu'on surnomme Dune. Et l'empereur de cet univers confie la mission au duc Leto Atreide, enfin le chef des Atreides, d'aller occuper Arrakis. Et le fils du duc Leto, donc qui s'appelle Paul, qui est son héritier, j'essaye de simplifier au maximum, l'héritier, donc Paul Atreides, va avoir des visions comme ça du peuple qui habite sur place, les Fremen, un peuple autochtone d'Arrakis, et il va avoir des visions comme ça d'une femme, plein de visions qui vont le perturber. Et donc, voilà, ça c'est le postulat de départ. Denis Villeneuve, c'est un réalisateur que l'on connaît, un réalisateur canadien, québécois, qui s'est révélé, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai connu, et je pense que la majeure partie du public aussi, avec un film qui s'appelle Incendie, et qui est une adaptation de Wajid Mouawad, qui était déjà une adaptation à ce moment-là, d'un roman, enfin d'une pièce de théâtre. Et c'est un réalisateur qui a une vraie ambition cinématographique de mêler le spectaculaire, enfin la grande histoire à la petite histoire de ces personnages. Il l'a confirmé un petit peu après avec des films aussi, avec des films un peu variés, donc ça allait de Prisoners, à Enemy, qui sont sortis la même année, Sicario, Premier Contact, Blade Runner, c'est lui qui a réalisé aussi le deuxième Blade Runner 2049. Et donc voilà, c'est un réalisateur qui monte en puissance depuis une dizaine d'années, et qui, un peu au même titre que Christopher Nolan, représente un peu le retour d'un cinéma blockbuster, enfin le retour d'un cinéma de blockbuster intelligent, originaux, même si là on est sur une adaptation, mais il représente voilà une vraie volonté de revenir à un cinéma à la fois populaire et à la fois pointu. Donc Denis Villeneuve, a priori, c'était un rêve depuis longtemps de se confronter à ce récit de Dune. On sent que c'est un projet qu'il a réfléchi depuis une longue date. Et pour ce faire, il s'est entouré du scénariste Eric Ross, qui est le scénariste de Forrest Gump notamment, de Benjamin Button. Je crois qu'il a travaillé également avec Michael Mann sur un film d'enquête Révélation. C'est un scénariste, Eric Ross, très classique, dans le sens noble du terme. C'est-à-dire qu'il déploie un récit sur plusieurs années, sur plusieurs décennies, sur des espaces très très vastes. Et c'est quelqu'un qui surtout replace toujours l'humain au centre de son récit. Et on le ressent là sur Dune, c'est que là ils arrivent dans cet univers créé par Frank Herbert, et ils arrivent
à maintenir le focus sur les personnages, tout en développant un univers totalement, enfin pour moi qui est complètement inédit, même si j'avais vu le film de David Lynch, mais un univers complexe, un univers abouti, et j'ai trouvé que de ce point de vue-là, il s'en sortait super bien. Pour la partie visuelle du film, il s'est entouré de Greg Fraser, qui était le chef-op sur Rogue One. Effectivement, on retrouve un petit peu cette palette de couleurs aussi, un petit peu par rapport à la planète qu'on voyait à la fin dans Rogue One, la planète aquatique, enfin voilà. On retrouve un petit peu cette palette de couleurs avec le ciel, etc. Et l'usage un peu des espaces et des échelles. Et ça, c'est quelque chose qui était très marquant sur Rogue One, cette espèce de jeu d'échelle. C'est d'ailleurs même le seul film Star Wars qui est joué avec ça depuis le rachat de Disney. Et il y avait voilà ce jeu de jouer avec les échelles, avec l'étoile de la mort, la planète, etc. Enfin voilà, il y avait tout ça. Et ça, on le retrouve un petit peu on le retrouve même beaucoup dans Dune. On a ce jeu constant entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et d'ailleurs, voilà, chaque plan qui montre un vaisseau, pour qu'on se rende compte de la taille de ce vaisseau, par exemple, on va avoir des humains placés à côté pour se rendre compte vraiment de la différence de taille entre les différents éléments. Et souvent, ces éléments très très grands qui occupent l'espace sortent du cadre. C'est-à-dire qu'on n'a ni le haut, ni le côté, ni le bas, etc. pour justement souligner encore plus cet aspect gigantesque des choses. Et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt bien vu sur cet aspect-là. Sur l'aspect de la photographie en elle-même, sur les couleurs, sur la lumière, etc. J'ai trouvé que c'était vraiment habile parce que on avait à la fois un côté assez... c'est vrai que dans le cinéma de science-fiction notamment, on a l'habitude de représenter le désert comme quelque chose de très lumineux. Par exemple Tatooine dans Star Wars. Quelque chose d'assez peu palpable en fait aussi. On n'a pas cette sensation vraiment de chaleur, je trouve, dans Star Wars. Et pourtant, je suis très très fan de Star Wars, mais j'adore la planète Tatooine. Mais j'ai jamais ressenti vraiment le danger. Bon, il y a les hommes des sables, il y a voilà, mais c'est pas le désert en lui-même qui semble être hostile. Là, dans Dune, j'ai trouvé que le désert paraissait vraiment hostile. On a déjà on a les vers qui guettent, voilà, et qui sont une menace de tous les instants, mais en tout cas, j'ai trouvé que le désert en lui-même, on ressentait vraiment l'hostilité du désert. Et ça, c'était, voilà, il y a peut-être le jeu des couleurs aussi. Je sais que, enfin, j'avais vu une interview de Denis Villeneuve qui disait que il s'était inspiré un petit peu d'une image d'un photogramme de Laurence d'Arabie qu'il avait vu, voilà, dans une conférence, voilà, qui lui avait donné un petit peu l'idée justement de ce traitement un peu délavé, avec des bleus qui tirent un petit peu vers le vert. Et donc ça, c'est un aspect visuel, voilà, que j'ai trouvé hyper intéressant. Sur le sound design du film, j'ai trouvé qu'il y avait... Alors, ça, c'était un tout petit bémol, voilà, mais pour moi, c'est pas grand-chose. J'ai trouvé que le mixage était très, très fort. Alors, peut-être que ça vient aussi de la salle qui le projetait, mais en tout cas, j'ai trouvé que le son était très, très, très fort par endroits, mais qu'il y avait une vraie recherche, à la fois dans les bruitages, enfin, voilà, le sound design, qu'on jouait beaucoup sur l'alternance entre des vrais moments de silence et des moments d'espèce de brouhaha, voilà, comme ça qui vous saisit quand je pense aux attaques du verre, par exemple, qui sont très 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 riches en effets sonores et notamment les vaisseaux aussi, voilà. Enfin, il y a tout un travail là-dessus qui était vraiment chouette et qui s'éloignait un petit peu justement des références qu'on a habituellement par rapport à ça, c'est-à-dire, encore une fois, c'est Star Wars, avec des vaisseaux qui font tel ou tel bruit, voilà. Là, on s'éloigne beaucoup de ça, pour arriver sur un univers sonore qui est plus inédit, plus inhabituel pour nous, et que j'ai trouvé vraiment pertinent. Pour la musique d'Hans Zimmer, j'ai trouvé qu'il revenait vraiment à quelque chose qu'il avait un petit peu perdu sur sa collaboration avec Christopher Nolan. Tout à l'heure, je parlais du fait que Nolan et Villeneuve étaient un petit peu similaires dans leur démarche. Mais ça s'arrête là. Parce que pour moi, Villeneuve a quelque chose que Christopher Nolan n'a pas. C'est-à-dire que il apporte un petit peu plus de cœur dans ses films. Nolan, pour moi, est un peu trop cérébral.
faussement cérébral, même parce que j'ai trouvé, enfin sur Tenet par exemple, je vais pas revenir sur Tenet, mais en gros j'ai trouvé que Tenet était trop fouillis, trop faussement compliqué, voilà. Mais en tout cas que Nolan était trop focus sur son concept et en oubliait vraiment l'émotion à côté. Et j'ai toujours trouvé que, par conséquent, c'était quelque chose qui se retrouvait aussi dans la musique. Pour moi, la musique, c'est quelque chose qui fait partie du film, qui fait partie du cœur de l'émotion dans un film. Et j'ai toujours trouvé que Hans Zimmer, dans son travail avec Christopher Nolan, avait une musique trop mécanique, trop cérébrale, et qu'on perdait un petit peu ce que moi je recherche en tout cas dans la musique, c'est-à-dire quelque chose de, sinon mélodieux, au moins organique, quelque chose de, voilà. Et j'ai trouvé qu'avec Dune, avec la bande originale de Dune, il revenait un petit peu à ça, qu'il y avait quelque chose de plus viscéral dans sa musique, de plus plus émotionnel en fait. Ça vient, voilà, il y a des chants, on sait pas trop comment il a fait sa musique, mais en gros, j'ai l'impression qu'il y a des chants tribaux, il y a des sonorités, des percussions, voilà, qu'on n'a pas non plus l'habitude d'entendre et qu'il mélange plutôt de manière harmonieuse pour arriver à quelque chose qui soit vraiment, qu'on rattache à Arrakis, à ses cultures, voilà. Donc, j'ai trouvé que, en plus, je crois savoir que Hans Zimmer est vraiment très fan aussi de l'œuvre de Frank Herbert. Du coup, je crois qu'il avait même refusé de faire Tenet pour aller travailler sur Dune, et qu'il a déjà même anticipé, qu'il a déjà des thèmes qui sont enregistrés pour la deuxième partie si elle voit le jour. Donc c'est vraiment, on sent que c'est un vrai travail de passion que Hans Zimmer a fait, et c'est assez rare pour être souligné, parce que Hans Zimmer, de temps en temps, on a toujours l'impression qu'il soit il se répète, soit il fait les choses de manière un petit peu en pilotage automatique, quelque part. Et là, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une vraie originalité, qu'il n'avait pas fait forcément ce genre d'effort, en tout cas, depuis quelques années, et ça fait du bien à voir. Après, sur le casting, moi, je vois peu de reproches, parce que je trouvais que Timothée Chalamet, dans le rôle de Paul Atreides, faisait vraiment le boulot, qu'on ressent vraiment déjà d'une sa jeunesse, qui est un des points, a priori, du personnage, un des points clés du personnage. Et j'ai trouvé qu'on ressentait aussi à la fois sa fébrilité, on sent qu'il est un peu perdu par rapport à ses visions, par rapport au basculement qui est en train de se faire, et à la fois beaucoup de détermination dans le regard, et j'ai trouvé ça très fort, parce qu'il y a des scènes où il est vraiment bon par rapport à ça. Rebecca Ferguson, qui joue la mère de Paul, je l'ai trouvée vraiment bien dans le rôle. Elle apporte quelque chose, une dimension un petit peu mystique au personnage, et ça j'ai vraiment trouvé chouette que ce soit Rebecca Ferguson, que j'avais remarqué moi dans les dernières Missions Impossibles, il me semble, et puis je crois qu'elle avait joué aussi dans la suite de Shining, Dr. Sleep, et je trouve que c'est une très bonne actrice, et j'étais content de la retrouver dans ce rôle. Ensuite il y a Oscar Isaac qui joue le chef de la maison Atreides, et le père de Paul. Pareil, j'ai trouvé que c'était peut-être que c'était là que, dans son personnage, que résidait un petit peu justement le cœur du film. Enfin, en tout cas, la projection émotionnelle du film se trouve dans sa destinée à lui. Bon, sans spoiler. Du coup, j'ai trouvé qu'Oscar Isaac l'interprétait super bien, et qu'il avait justement plus d'amplitude dans son jeu que, par exemple, ce qu'il avait pu proposer dans les derniers Star Wars, où là, il était un peu limité par l'écriture du rôle. Dans Dune, j'ai trouvé qu'il était vraiment à sa place. Donc ensuite, il y a toute une galerie de personnages un peu secondaires. Il y a Josh Brolin qui joue un des mentors de Paul. Je crois qu'il y a Jason Momoa aussi qui joue un autre mentor de Paul. Et qui amène aussi une petite touche d'humour aussi dans cet univers un petit peu premier degré quand même, faut le dire. Ils apportent une petite touche d'humour. Stellan Skarsgård qui joue le baron Harkonnen, qui le joue très bien. Et j'ai cru voir, enfin je suis pas certain, mais j'ai cru qu'il y avait des références quand même au colonel Kurtz dans Apocalypse Now, faudrait voir, mais il y a quand même 2-3 plans qui semblent assez évidents. J'ai trouvé que le personnage était peut-être un petit peu moins qui était un petit peu moins trash que dans la version de Lynch pour le coup, mais j'ai trouvé qu'il s'en sortait plutôt très bien. Ensuite il y a Zendaya qui joue Shani, la jeune Fremen en fait, qui apparaît dans les visions de Paul. Et j'ai trouvé qu'elle était... Zendaya est toujours assez formidable quand même. On l'a vu cette année
Marie et Malcolm, on l'a vu dans les Spider-Man, etc., dans la série Euphoria. Mais c'est une actrice qui a vraiment quelque chose en plus. Là, pour l'instant, elle a ni beaucoup de texte, ni beaucoup de présence à l'écran, mais c'est certainement sur elle que va se tourner la suite. Donc je pense que c'est une actrice qui a les épaules pour ça, et vraiment j'attends de voir, parce que j'ai toute confiance en elle. Après, il y a plusieurs second rôles. Il y a Javier Bardem qui apparaît aussi en chef de tribu Fremen. On a aussi Benjamin Clémentine, le chanteur, qui vient faire une apparition. Et c'est vrai qu'avec son visage si particulier, si anguleux, tout ça, c'est assez troublant. Donc voilà, il y a un casting quand même pour l'instant qui est assez intéressant, vraiment pertinent, et bravo à eux, parce que j'ai trouvé qu'ils étaient tous impliqués, qu'ils étaient tous vraiment dans le truc, et là-dessus, sur ce point, ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, c'est un film que j'ai trouvé vraiment pertinent, que j'ai abordé un peu comme un souffle, comme un relâchement par rapport à ce qu'est l'industrie du blockbuster aujourd'hui, c'est-à-dire avec beaucoup de Marvel, avec beaucoup de sagas, d'univers partagés, tout ça. Alors, à voir comment va évoluer l'univers Dune, mais pour l'instant, en tout cas, c'est une belle respiration, je trouve, dans cette espèce de marasme un peu, qui nous envahit un peu sur les écrans. J'ai trouvé que c'était un spectacle intelligent, un spectacle exigeant, un spectacle qui prend pas le spectateur pour un con, et qui pose les bases pour une suite qui, j'espère, verra le jour, selon le succès de cette première partie. Du coup, on espère un jour voir une suite, et on espère que cette introduction sera suivie d'un univers encore plus enrichi, sur des questions sur des questions approfondies, sur la religion, sur différentes thématiques qui sont mises en place très brièvement pour l'instant. Là, c'est plutôt l'aspect politique qui est mis en avant. Mais c'est en tout cas un film qui, je pense, marquera, parce que c'est la preuve qu'on peut faire encore un spectacle qui n'est ni un film qui prend les gens pour des billes à refaire 10 fois le même film, comme peut l'être un petit peu la formule de Marvel, ni un film un peu opaque, comme peut l'être du Nolan, par exemple. Là, on est dans une espèce d'entre-deux, quelque chose qui est à la fois construit intelligemment et tout, et à la fois un spectacle très généreux, parce que le film ne multiplie pas non plus les scènes d'action toutes les 5 minutes, mais c'est aussi un film qui sait développer le spectaculaire à l'écran, comme peu de réalisateurs chez Marvel, par exemple, savent le faire. Il y a une formule, par exemple, chez Marvel, où les scènes d'action se ressemblent. D'ailleurs, je crois qu'ils ont une équipe de réel là-dessus, sur les scènes d'action de film en film. On travaille peu le grand, le petit, tout est un peu mis à la même grandeur, à la même échelle. Là, sur un spectacle comme celui-ci, comme Dune, là, on a une vraie réflexion de mise en scène sur les valeurs de cadre, sur la force du découpage, sur la force du montage, sur la force des effets sonores, on n'est pas dans quelque chose qui est préfabriqué, qui manque d'âme. Là, on a vraiment une âme, en fait, dans ce film. Donc voilà, c'est un film dont on attend vraiment la suite. On espère qu'elle se fera, et qu'elle aura elle aussi son succès et tout. On espère qu'elle sera au même niveau d'exigence, mais avec Denis Villeneuve, on s'attend quand même à un minimum de ce point de vue-là. Donc voilà, c'est un film qu'il faut aller voir en salle, je pense, parce que malheureusement il sera très vite disponible en téléchargement illégal, mais ce serait très dommage de le voir sur une télé, ou voir plus petit, un smartphone, parce que c'est un film qui mérite vraiment d'être vu sur grand écran, notamment pour l'univers qu'il développe. Donc n'hésitez pas à laisser quelques commentaires sur ce que vous avez apprécié du film, ce que vous n'avez pas apprécié du film, et on se retrouve pour d'autres vidéos très bientôt. Merci beaucoup.